Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Metz dans le cadre du salon Agrimax. Alors on va parler bien sûr d'innovation et puis aussi bien sûr de tonte de mouton. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et ouais mes petits bichons, cette semaine, place à l'élevage. Si vous avez loupé le salon Agrimax, regardez cette émission, c'est comme si vous y étiez. On va se retrouver à proximité d'un concours de tonte de mouton pour discuter de cette noble discipline, mais également des difficultés liées à la vente de la laine. Ensuite, direction les machines pour vous dévoiler une initiative qui prouve que le marché des pièces d'occasion a de l'avenir. Bon, ensuite on plombe un petit peu l'ambiance puisqu'on parle de grippe aviaire et des leviers à actionner pour éviter ce fléau. Mais que voulez-vous, c'est pour la bonne cause. Et faites gaffe en déambulant entre deux rubriques de l'émission, une question qui tue pourrait se cacher pas très loin. Et c'est le moment pour moi de vous lâcher un petit enjoy pour la forme, alors enjoy, tchuss. Salut Henri. Salut. Bon alors on t'a vu un peu à l'œuvre là. C'est quoi les critères qui font qu'on va ou pas gagner un concours comme ça de tonte? Eh bien déjà la première chose c'est contrôler son stress parce qu'un concours c'est hyper stressant, donc c'est la première chose. Et après on est jugé à 40% sur la vitesse et 60% sur la qualité de tonte. Donc la qualité de tonte c'est les fausses coupes, il faut éviter les fausses coupes, suivre bien la peau et ensuite ne pas laisser de mèche sur l'animal une fois fini. Voilà. Toi tu es salarié et tu fais de la tonte en même temps? Ouais voilà, en fait c'est deux métiers qui peuvent bien les mettre en parallèle. Il faut ajuster les périodes de travail dans la tonte et sur la ferme et c'est bien complémentaire. Est-ce qu'il y a du boulot dans ce métier? Est-ce qu'il y a des formations aussi? Alors des formations bien sûr, ce qu'on veut c'est de la jeunesse parce que ça demande quand même des efforts physiques et aujourd'hui on peut le voir qu'il y a beaucoup de jeunes et ça fait plaisir. Et ensuite donc oui les formations et du travail bien sûr il y en a, tant qu'il y aura du mouton il faudra des tondeurs. Et aujourd'hui, bien que le cheptel diminue, le nombre de tondeurs diminue encore plus vite, donc du travail, on en a. Et c'est dommage que le cheptel diminue parce qu'on a besoin aujourd'hui de viande de mouton, enfin en France c'est terrible. En revanche, la laine, il y a quand même un gros problème. On exporte en Chine et le marché est saturé. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stocks de laine non vendus? Alors énormément, là les granges sont pleines de laine, dans toute la France d'ailleurs. Et en fait, c'est un problème de filière parce qu'on s'est basé complètement sur l'export. Et le jour où les frontières se sont fermées, eh ben c'était fini. Et aujourd'hui, justement en Moselle, on a un groupe d'éleveurs qui essayent de recréer une filière et on espère que ça va marcher parce que ce serait vraiment une solution d'avenir. Une filière pour valoriser la laine, faire des vêtements, c'est quoi? Alors, ce serait le gros débouché, ce serait du feutre et de l'isolation. Donc le feutre, il y a plein d'utilisations qu'on n'imagine parfois même pas. Et l'isolation, bâtiment public, et on espère pouvoir utiliser ça dans tous les bâtiments par la suite. Et après, un petit marché de niche pour la filature pour faire du vêtement. Toute dernière question Henri, c'est vrai que dans ce contexte un peu compliqué, des fois on a fait des émissions sur la tonte et les éleveurs ils nous disaient on a des fois du mal à payer la tonte ou ça fait mal de payer la tonte alors qu'on sait qu'on ne va pas vendre la laine. Ouais bien sûr, là aujourd'hui on a la laine qui est payée 20 centimes du kilo. Avant que le prix s'effondre on était à 60 centimes du kilo et c'était encore pas assez. Grosso modo, un chantier de tonte, on est entre 3 € et 3,50 € par bête. Il faudrait que la laine soit minimum en sortie de ferme à 1 € du kilo. Et justement, le projet qui se monte, ils essayent d'atteindre cet objectif de, à minima, payer le chantier de tonte et dans le meilleur des cas, au moins ramener de la valeur ajoutée par la laine sur les exploitations. En tout cas, merci beaucoup Henri et puis bon concours. Eh ben, merci à vous et merci de mettre en avant ce beau métier aujourd'hui. À bientôt, salut. Pour des raisons d'environnement, mais aussi économiques, il faut faire durer les pièces au maximum et si possible acheter des pièces d'occasion. Et vous allez voir, il y a une plateforme qui se positionne sur ce créneau. Salut Quentin. Bonjour Jean-Paul. Quentin, moi j'ai l'impression, pour des questions bien sûr de durabilité, que l'avenir c'est la pièce détachée d'occasion. Et justement, chez Farmitou, vous allez lancer un service.
Quitte à gagner du temps, je vais vous donner un exemple concret. J'étais chez Farmito, on est en train de développer un projet de pièces d'occasion, en effet, sur tout ce qui peut être pièces techniques, pièces moteurs sur les catalogues, sur notre catalogue. J'étais cet été en pleine moisson, j'ai cassé la fusée de ma moissonneuse et j'ai dû faire 800 km pour aller chercher cette fusée dans le sud de la France. Ce qui m'a fait perdre 4 jours, très globalement, parce que mon concessionnaire ne l'avait pas. Donc je me suis posé beaucoup de questions et j'ai ramené cette information-là à Farmito et je me suis dit que ça serait intéressant qu'on aille travailler avec des casses, qu'on aille regarder quelle est la possibilité de faire ça. Et aujourd'hui, nous, on va proposer sur notre site internet la mise en place d'outils, de pièces d'occasion sur une plateforme. Oui, mais concrètement, ça passe comment? Tu appelles des casses, tu as trouvé une casse qui correspond bien et qui a une offre suffisante? Alors aujourd'hui, on travaille avec, on a commencé le projet sera mis en place dans environ 1 ou 2 mois. On travaille avec une grosse casse qui a un pipeline assez impressionnant de tout ce qui peut être pièces qui récupèrent des épaves et qui démonte tous les tracteurs, toutes les moissonneuses. Donc on a énormément de références. Aujourd'hui, un tracteur qui arrive, il est démonté à 80% sur toutes les gammes qui peuvent sortir. Et donc, il y a une possibilité d'obtenir le produit entre 2 et 5 jours, voire maximum 10 jours s'il n'y a pas d'anticipation. Oui, mais Quentin, dis-moi, le prix, c'est bien 50% exactement comme dans une casse? 50% prix du neuf, oui, en effet. Super. Félicitations en tout cas. Merci. Dans le cadre de ce salon, on a tourné beaucoup d'émissions sur notre plateau télé, notamment une sur la grippe aviaire, vous allez voir. Malheureusement, c'est un véritable problème. Alors, il y a un vrai sujet d'actualité. Malheureusement, ici, dans la région, dans la Meuse, il y a eu donc l'apparition d'un cas de grippe, d'un foyer de grippe aviaire. C'est un vrai problème parce qu'on voit que ça repart très très fort, que le problème n'est pas réglé et ça pose un vrai problème de fond. C'est est-ce que l'abattage est réellement aujourd'hui un abattage massif, très très fort? Est-ce que c'est réellement la solution alors que la vaccination va ou devrait être disponible? Alors, c'est certain que l'abattage massif de volailles n'est pas une bonne solution et ce n'est pas une bonne solution pour personne, que ce soit pour les vétérinaires qui malheureusement ont à accomplir cette tâche, que ce soit pour la filière où c'est certain que l'éleveur qui voit partir des milliers de volailles à l'équarrissage ou à l'abattage ou à l'abattoir et qui se retrouve avec un atelier complètement vide, c'est très compliqué et économiquement et psychologiquement. Et ce n'est pas non plus une solution durable puisque malheureusement le réservoir de la grippe aviaire est dans la faune sauvage et partout dans la faune sauvage. On a eu des cas cette année-ci sur le territoire français partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, c'est quelque chose qui va intervenir durablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, dans 1 an, 2 ans, que le virus quitte le réservoir sauvage. Alors, la solution, je dirais, momentanée, qui est de gérer au coup par coup le foyer et donc de protéger les zones qui les entourent avec des contraintes et ou d'abattage ou de biosécurité. Ce sont, pour l'instant on ne peut rien faire d'autre, mais c'est vrai que vous parliez de la vaccination qui est techniquement au point. Applicable et au point. Le problème, il est principalement maintenant au niveau des échanges, c'est-à-dire que dès l'instant où une zone a décidé de mettre en place la vaccination contre l'influenza aviaire, eh bien, ça coupe du coup la possibilité d'échanges commerciaux et à l'intérieur de l'Europe et envers les pays tiers. Alors, il faut que vous expliquiez bien. C'est qu'effectivement, on a la vaccination qui est possible, mais si on vaccinait, on ne pourrait plus demain exporter. Et là où on est en plein paradoxe, c'est que la maladie est présente partout, qu'on va devoir vivre avec, qu'on sait que dans une phase première, le fait d'abattre pouvait être envisageable, qu'aujourd'hui on est en du massif, que demain on va vacciner forcément et qu'on est dans un pas de temps où il faut prendre une décision qui va certainement nous couper sur le plan économique, le fait d'exporter, mais à la fois on importe beaucoup de volailles. C'est ça le paradoxe. C'est un paradoxe apparent, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est importateur net de volailles, par contre on n'importe pas la même chose que ce qu'on exporte.
Et donc, le fait de se couper les capacités à l'export, ça aura un retentissement important sur l'équilibre économique des filières, parce qu'on va se retrouver avec des denrées en trop qu'on ne pourra plus exporter, et toujours avec une obligation de pouvoir importer. Donc c'est la décision de la vaccination, de mettre en place la vaccination, je pense qu'elle est inéluctable, mais il y a un temps incompressible qui va être, je dirais, obligatoire pour pouvoir s'entendre sur une zone économique, et on pense d'abord en premier lieu à l'Europe, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords multilatéraux au niveau de l'Europe pour dire que une large zone, puisque de toute façon tous les pays européens sont atteints de grippe aviaire peu ou prou, et donc il va falloir s'entendre sur la vaccination d'un ensemble de zones au sein de laquelle, en fait, les échanges commerciaux resteront possibles. Et vous avez très bien posé ou résumé le problème, c'est qu'on est dans un pas de temps politique, de discussion, d'échange, mais dans tous les cas, on va y aller, sauf que dans ce pas de temps de discussion, d'échange administratif aussi, et c'est l'Europe, c'est les pays européens qui doivent se mettre d'accord, c'est l'administration qui doit rapidement faire appliquer la possibilité de vacciner, on va avoir des élevages qui vont se retrouver dans ces conditions compliquées, difficile sur le plan moral, des vétérinaires aussi qui vont être impliqués là-dedans et des milliers d'animaux qui vont être abattus. C'est vrai. Et là, je pense que en attendant ça, parce que bon, il n'y a pas d'autres solutions, il y a quand même, il faut rappeler que la seule façon de protéger les élevages, c'est d'appliquer, de mettre en place des mesures de biosécurité strictes, puisque le réservoir, il est bien dans le milieu sauvage. Et donc, il faut absolument s'interdire tout contact entre la faune sauvage et les élevages. Stéphane Dehoux, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Alors pour moi, ce n'est pas la taille qui compte. Il faut que la coopérative reste à l'écoute de ses adhérents et que les dirigeants soient accessibles auprès des producteurs. Pour moi, par exemple, je suis dans une coopérative laitière de 200 producteurs. Tous les ans, on a l'occasion 2 ou 3 fois de discuter, de parfois se chauffer, de faire des étincelles avec nos dirigeants pour justement aller dans le concret, aller dans le fond des choses. Pourquoi ces décisions? Pourquoi celles-là? Quels sont vos objectifs? Pour qu'au final, on ait une vision sur le long terme et qu'on ait une retombée économique dans nos fermes. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon Agrimax à Metz vous a plu. Alors, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais chaque jour, vous pouvez retrouver de nouvelles émissions et notamment les émissions que nous avons tournées ici sur notre plateau télé au sein de ce salon. Je vous souhaite une excellente semaine.